Chers amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Alors, je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai pas trop envie de parler sur ma chaîne, mais on me l'a demandé, donc comme vous savez, je suis très sympa. Donc je vais répondre par la vidéo à quelque chose. Alors, les ovnis, on m'a demandé de parler des ovnis. On m'a dit, est-ce que tu peux refaire une vidéo sur les ovnis? Bon. Alors, je vais refaire une vidéo sur les ovnis, mais ça m'embête un peu de dire le mot ovni. Parce que si j'utilise le mot ovni sur ma chaîne, on va dire, oh là là, c'est un adepte de l'ufologie. Alors que l'ufologie n'est pas une science, c'est une aberration. J'explique pourquoi. Alors, je vais dire tout de suite une chose. Avant d'expliquer quoi que ce soit, je vais quand même dire et clarifier une chose. Je crois que nous ne sommes pas seuls dans la galaxie. Je crois que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce serait un beau gâchis d'espace, je l'ai déjà dit. Parler d'ovnis, ce serait parler d'ufologie. Les ufologues pensent qu'ils sont des scientifiques, alors que ce n'en est pas, c'est pas vrai. Ils se penchent sur une question qui n'a pas lieu d'avoir. Simplement par l'explication de la physique, si on reprend la loi de la vitesse de la lumière, comme quoi tout ce qui comporte une masse ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc, admettons qu'il y ait de la vie sur une planète autour d'une étoile à 20 années-lumière. Admettons qu'ils arrivent à voyager à la vitesse de la lumière. On va dire admettons. Mais c'est pas possible, mais bon, on va dire admettons. S'ils sont à 20 années-lumière, il leur faut 20 ans pour venir ici. Il faut comprendre que s'ils viennent ici, s'ils venaient ici, ce ne serait pas pour n'importe quoi. Bon, alors, je vais faire un petit peu de sensationnalisme, mais s'ils venaient ici, admettons qu'ils soient beaucoup plus intelligents que nous, et que nous, à comparer d'eux, nous soyons des singes, ou des ânes, ou insignifiants. Qu'eux soient beaucoup plus évolués que nous cognitivement, c'est-à-dire intellectuellement. Ils ne viendraient pas pour rien. Alors soit ils viendraient pour nous délivrer un message de paix et on vient vous voir et patati et pour vous expliquer que vous faites des conneries sur Terre, machin et tout, mais ça il vaudrait qu'ils soient déjà venus. Mais le problème c'est que c'est pas possible. Donc admettons même qu'ils aient construit un vaisseau qui soit capable de voyager à un certain pourcentage de la vitesse de la lumière. Disons 10%. Je fais calcul rapidement dans ma tête. Il mettrait pour 20 ans d'années-lumière de voyage, pour 20 ans, pour faire les 20 années-lumière, 20 ans à la vitesse de la lumière, admettons qu'ils mettent, je sais pas moi, ils arrivent à voyager à 10% de la vitesse de la lumière, il leur faudrait 400 000 ans, voire plus, pour venir nous voir. Non, il leur faut pas 400 000 ans, je vous dis une connerie. Il leur faudrait... non, parce que 400 000 ans, c'est pour venir d'Alpha du Centaure à 10% de la vitesse de la lumière. Pour venir de 20 années-lumière, c'est-à-dire, par exemple, Gliese 581c, qui se trouve à peu près à une vingtaine d'années-lumière d'ici, à 10% de la vitesse de la lumière, il leur faudrait plutôt pratiquement 4 millions d'années pour venir ici. Donc, il faudrait supposer déjà qu'ils vivent longtemps, qu'ils aient une reproduction sexuée ou asexuée, donc ils se reproduisent et que de génération en génération, ils se rappellent pourquoi ils viennent ici, et que d'ici le long du chemin, ils n'aient pas changé d'avis, qu'ils n'aient pas rencontré... Mais là, attention, je fais de la science-fiction, hein.
qu'ils aient rencontré d'autres civilisations, qu'ils se soient arrêtés sur une autre planète, et qu'ils aient trouvé une planète sur la route en disant « Oh, c'est joli, tiens, si on s'arrêtait là », et puis que ils soient tous descendus du vaisseau en pensant qu'ils pouvaient respirer l'atmosphère de la planète, ils soient tous morts. Mais là, je fais de la science-fiction. Hein. Là, je m'évade dans un truc science-fiction. Mais bon. Admettons quand même qu'ils arrivent au bout des 4 millions d'années de voyage et qu'ils arrivent à nous joindre, à arriver sur Terre et qu'il n'y ait plus personne sur la planète. Ce serait con. Bon, parce que nous, l'homme, c'est à peu près 8 millions d'années. Hein. À peu près. Hein. Si on s'en réfère à Lucie, c'est à peu près 8 millions d'années. Imaginez qu'ils soient venus au début de l'apparition de l'homme. C'est-à-dire, il y a 8 millions d'années, ils aient mis 4 millions d'années, ils seraient arrivés il y a 4 millions d'années en arrière. Là. Par rapport à aujourd'hui, ils seraient arrivés il y a 4 millions d'années. Ils seraient tombés sur qui? Sur des Australopithèques, des Néandertaliens? Punaise! Ça aurait donné une belle image de l'humanité. Même s'ils étaient très intelligents, attention, les hommes l'homme de Néandertal et tous les hommes qui vivaient à cette époque-là, qui ont vécu après, qui ont vécu avant, ils étaient très intelligents. Hein. Ils ont inventé des outils, ils ont inventé le biface, ils ont inventé le feu, enfin ils ont inventé le feu, ils ont découvert le feu et ils ont su l'utiliser. Tout ça, ils ont su avoir quand même la stratégie de la chasse, parce qu'il fallait qu'ils se nourrissent, hein, tout ça. Mais admettons qu'ils arrivent là, ils les trouvent, poum, ils trouvent les Néandertaliens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à communiquer, parce que les gars qui ont construit le vaisseau, là, les extraterrestres qui ont construit le vaisseau, ils ont quand même une intelligence supérieure à nous, déjà même de nous aujourd'hui. Parce que pour construire un vaisseau, nous, on n'y a pas encore construit le vaisseau pour voyager dans les étoiles. Même à 10% de la vitesse de la lumière, on en est encore loin de le construire. On en est encore loin de le penser, enfin, on peut le penser dans la tête, l'imaginer, vous voyez, la preuve, hein, Star Trek, Star Wars, machin, ils sont même capables d'aller plus vite que la vitesse de la lumière dans ces films-là. Mais bon, on est encore loin d'avoir construit le vaisseau qui va à 10% de la vitesse de la lumière pour aller ne serait-ce qu'à Alpha du Centaure. Qui là, à 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait 400 000 ans pour y aller quand même. Quand même, 400 000 ans pour y aller. Elle est à 4 années-lumière, c'est-à-dire là. À l'échelle cosmique, c'est là. C'est à côté. C'est comme si vous sortiez de chez vous alliez chez votre voisin. C'est pareil. À l'échelle cosmique, à l'échelle du système solaire, à l'échelle de la galaxie, c'est à côté 4 années-lumière hein, dans notre univers. C'est pas loin. C'est la porte à côté. Donc, on va revenir un peu sur les réalités, parce que là, j'ai eu un bon gros délire science-fiction, mais il n'est pas possible. Parce que, on va revenir un peu dans la science-fiction. Admettons, ils rencontrent les Néandertaliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à communiquer avec eux, les autres. Je sais pas ce que tu bassouilles, toi, le bonhomme, là. Bonhomme gris, bonhomme vert, bonhomme de n'importe quelle couleur. 2 têtes, 2, 3 jambes, 4 bras, j'en sais rien. Peu importe la forme qu'ils ont. Qu'est-ce que tu parles, là? Qu'est-ce que tu me dis, l'autre? Dans sa caverne, ou bas, qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, nous, admettons qu'ils repartent et puis qu'ils décident de revenir. Ou qu'ils arrivent à envoyer un message à leurs copains en leur disant, bah, écoutez, nous, on va se foutre au fin fond de leur système solaire, on va finir notre vie là-bas, et puis vous avez qu'à venir voir dans 4 millions d'années ce que ça donne. Alors, admettons qu'ils le fassent. Admettons qu'ils arrivent à le faire. Ils arrivent ici, là, 4 millions d'années de voyage après. C'est-à-dire, en tout, les 2 voyages, 8 millions d'années. Ils arrivent là. Alors, imaginez qu'ils ont quand même 4 millions d'années de plus d'évolution. Vous imaginez, ils ont quand même 4 années de plus d'évolution. Donc, admettons qu'ils ont réussi à faire un vaisseau qui arrive à voyager un petit peu plus vite. Donc, bon, ils arrivent là sur Terre et ils nous tombent sur nous. Eh ben, on sera toujours des ouba pour eux. Donc, vous voyez, le truc, c'est que, bon, pas possible. Donc, et puis, de toute façon, comme disent certains exoplanétologues, alors, je dis exoplanétologue pour différencier de moi, parce que j'ai répondu à cet abonné que j'avais une petite expertise en exoplanétologie. Parce que j'ai plus étudié l'exoplanétologie sur les 10 dernières années de maintenant, là, que le reste de l'astronomie. Donc, quand je vais à des conférences sur l'exoplanétologie,
que je rencontre des scientifiques qui sont beaucoup plus expérimentés que moi sur la question. Quand je leur pose la question de savoir est-ce que, oui, bon, alors on est tous d'accord sur le fait que oui, il se peut qu'on ne soit pas seul sur Terre, dans l'univers, qu'il y ait d'autres civilisations. Parce que l'émergence de la vie sur Terre fait que ce qu'on voit sur Terre, l'émergence de la vie, quand je parle de l'émergence de la vie, c'est de l'homme à la plus simple bactérie qui vit dans des endroits que, bon, nous, on ne serait pas capable de vivre, par exemple, au fin fond des glaces de l'Atlantique. Et puis, il y a des scientifiques qui ont découvert des petits plantigrades. Quand ils les ont décongelés, c'est revenu à la vie. Alors, ils se sont dit, tiens, si ces petits plantigrades, ils étaient gelés, là, congelés dans le machin, si on les congelait nous-mêmes, alors ils les ont congelés, et ils ont attendu 30 ans. Et au bout de 30 ans, il y en a un qui a reçu l'ordre de dire, bah tiens, va au congèle machin, là-bas. Alors, c'est des congèles spécifiques à la science, hein. C'est pas le congèle de Joe Lafrite, hein. Donc, le gars, il va chercher la petite éprouvette, il ramène la petite éprouvette, il la réchauffe, il fait dégeler, comme on lui a dit, de faire dégeler, quoi, il prend toutes les précautions. Là, il verse le liquide, donc l'eau, sur une petite plaquette, il la met au microscope. Et là, il voit, parce que c'est microscopique, le petit machin, hein. Donc là, il voit le petit plantigrade qui, pouf, il revient à la vie. Et en plus, il se met à pondre des œufs. Donc vous imaginez la diversité de la vie qu'il y a déjà sur Terre. Il y en a qui sont capables de vivre dans des endroits très acides, d'autres très chauds, d'autres très froids, d'autres où il n'y a pratiquement pas d'oxygène, dans des fins fonds de grottes très profondes. Il y a même des gens, des scientifiques qui ont creusé des trous, là, des puits, qui ont foré la terre sur je sais pas combien de mètres de profondeur. Je crois que le plus profond, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 4 km ou 5 km. Et ils ont trouvé même de la vie, là, au fin fond de cette couche de terre, quoi. Voilà. Donc la preuve que l'existence de la vie, que la vie émerge un peu de partout sur Terre, pourrait donner l'hypothèse que oui, dans l'univers, il est possible que cette vie, alors peut-être pas la même qu'il y a sur Terre, parce que les conditions terrestres sont pas les mêmes, les conditions de vie sur Terre sont pas les mêmes sur toutes les autres exoplanètes, mais il est possible qu'une émergence de vie, et peut-être même une intelligence, donc capable de construire des choses et tout. Donc quand je leur dis, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en dehors de leur planète? Alors il y en a certains qui disent, oui, il y en a peut-être qui cherchent à savoir s'ils sont seuls ou pas seuls, qui ont étudié l'univers, et puis il y en a peut-être d'autres qui en ont rien à foutre, qui vivent leur petite vie sur leur planète, qui font ce qu'ils ont à faire, et puis que ils ont peut-être même pas fait de progrès technologique, rien du tout, à part 2-3 outils pour leur servir, pour améliorer leurs conditions de vie. Mais à part ça, ils ont peut-être pas fait de système de communication, de grosses antennes paraboliques pour essayer de capter les sons du fin fond de l'univers, machin, tout ça. Donc, ils ont peut-être pas de programme SETI, pour parler purement du programme SETI. Et puis d'autres programmes d'écoute. Donc, voilà, il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Alors, oui, il y a peut-être des extraterrestres dans l'univers, mais il faut savoir une chose, que s'il y a des extraterrestres dans l'univers, les autres qui vivent sur d'autres planètes, pour eux, nous sommes aussi des extraterrestres. Enfin, tout dépend comment ils ont appelé leur planète, mais vous voyez ce que je veux dire. On est aussi pour eux des extraterrestres. Donc, alors, parler d'OVNI, ce serait dire, ils viennent sur Terre, ils ont des vaisseaux spatiaux, machin et tout. Alors, je vais quand même faire une petite aparté là-dessus. Il y a en France, alors je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, parce que je sais que je suis regardé par d'autres pays, notamment le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Algérie. Si j'en oublie un, vous me tapez sur les doigts en commentaire. Il y a, chez nous en France, je parle de la France parce que c'est là où je connais le mieux, il y a un groupe d'experts qui étudie des phénomènes non expliqués. Alors on ne parle pas d'OVNI, parce que OVNI c'est objet volant non identifié. Là on parle de phénomènes, allez on va dire atmosphériques non expliqués.
pour être plus complet. Donc, il faut savoir qu'ils ont mené un grand nombre d'enquêtes, parce que comment ça se passe? Comment le GEPAN mène des enquêtes sur ces phénomènes inexpliqués? C'est très simple. Moi, comme vous tous, on peut être témoin d'un phénomène inexpliqué. Et même moi, qui suis un astronome, depuis des années, qui a une certaine expertise de l'observation du ciel, comme vous, chers amis astronomes, il arrive parfois qu'on voit des choses dans le ciel qu'on n'explique pas. Enfin, qu'on n'explique pas. Que, à la première observation, on n'explique pas. Mais, comme on est tous à peu près des astronomes et qu'on s'intéresse un peu à ce qu'on voit dans le ciel, on essaye d'expliquer la chose par nous-mêmes. Et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on peut contacter, ce que j'ai dit tout à l'heure, le GEPAN. Et donc, ces gens-là, eux, ils ont une autre vision que nous, les astronomes. Alors, il y a des astronomes qui participent des fois aux enquêtes du GEPAN. Il y a des spécialistes en aéronautique qui participent aux enquêtes du GEPAN. Il y a aussi des spécialistes en aérospatial qui vont être aussi amenés à enquêter pour les enquêtes du GEPAN. Et il faut savoir qu'il y a les gendarmeries. Donc, si vous êtes témoin de quelque chose, vous pouvez aller toujours témoigner à la gendarmerie. Alors, pour que votre témoignage soit pris au sérieux, dites que vous êtes un astronome. Même si vous êtes un astronome amateur, ils vont dire oui, cette personne-là, homme, femme, peu importe, a quand même de la jugeote, a quand même une expérience d'observation du ciel, et donc c'est à peu près que s'il y a certains phénomènes atmosphériques, il va savoir les expliquer. Et s'il vient témoigner, c'est que le phénomène qu'il a vu ne sait pas l'expliquer. On peut pas toujours expliquer tout ce qu'on voit. On peut expliquer beaucoup de choses, nous les astronomes, mais pas tout. Il y a des choses où on a besoin de l'aide de certains collègues. Par exemple, moi un jour, je vais vous expliquer, un jour j'étais avec mon télescope dehors, et je vois une grosse lumière briller, une traînée comme ça, machin et tout, et à première vue je me dis, ah tiens, c'est un météore qui passe, mais c'était quand même assez bizarre. Ça avait une lumière assez brillante et assez bizarre. Parce que la lumière, elle avait une couleur plutôt orangée, rouge. Donc, j'ai mené un petit peu mon enquête, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet, j'ai essayé de regarder les médias du coin pour voir si quelqu'un avait vu autre chose, j'ai été voir les clubs d'astronomie pour demander si quelqu'un avait vu quelque chose. Rien du tout. Alors, j'ai fait appel au GEPAN, j'ai témoigné au GEPAN de ce que j'avais vu, donc je leur ai donné la direction où j'avais vu la chose, l'heure où j'avais vu la chose et le jour. Alors, il faut bien donner l'heure, le jour et la direction du ciel. Par exemple, si vous avez vu le phénomène à l'ouest, vous dites bien à l'ouest. D'accord? Les Sossans, vous êtes des astronomes, vous savez quand même trouver l'est, l'ouest, le nord, le sud. Enfin, vous savez trouver vos points cardinaux. Vous le savez, ça quand même. Bon, je vais pas vous faire une leçon là-dessus. Mais voilà, donc j'aurais expliqué ce que j'avais vu, tout ça. Et eux, ils ont mené une enquête. Et j'ai eu le droit donc au rapport d'enquête. En fait, qu'est-ce que c'était? C'était une pièce d'un satellite iranien, donc une espèce de cuve de produits. C'était du pyroxyde de je sais plus quoi. Je suis pas chimiste, alors les noms, hein, qui était rentré dans l'atmosphère et qui s'était enflammé. Parce que vous savez que tout objet qui rentre dans l'atmosphère avec un certain angle flambe, parce que la vitesse, les frottements de l'air, ça fait que ça flambe. Hein? Donc, le truc, c'est que, voilà, j'ai eu cette explication comme quoi c'était ça. Donc, vous voyez, le GEPAN sert à expliquer des phénomènes atmosphériques inexpliqués. Alors, il faut savoir que 95% des enquêtes du GEPAN ont été expliquées. C'est soit des phénomènes dus à la foudre pendant un orage, ou à un nuage qui a une forme bizarre, ou à ce qu'on appelle des fois à des phénomènes humains. Alors, je m'explique, les phénomènes humains, qu'est-ce que c'est? La vidéo va être très longue, mais c'est pas grave, on s'en fout, on y va. Les phénomènes humains, qu'est-ce que c'est? Ces phénomènes humains, c'est, par exemple, en France,
nous avons une communauté thaïlandaise. Et on va dire une communauté asiatique pour viser plus large. Il faut savoir que ces communautés asiatiques thaïlandaises, et surtout les Thaïlandais, fêtent leur nouvel an. Alors je ne sais plus quelle date, alors je ne vais pas dire de conneries parce que je ne voudrais pas offenser les Thaïlandais de France, fêtent le nouvel an en envoyant des petites lanternes. Alors c'est des petites lanternes en papier très léger, où il y a une petite bougie. Ils allument la petite bougie et avec l'air chaud, ça fait donc comme les aérostats, hein, les montgolfières, les aérostats. La chaleur est coincée dans le papier et comme vous le savez, l'air chaud, ça monte. Donc ça fait grimper la lanterne en haut. Et quand elle arrive à un certain niveau dans le ciel, ça brille d'une certaine façon et on pourrait croire que c'est un vaisseau extraterrestre. D'accord ? Je vais vous donner un autre exemple de phénomène que c'est vient du phénomène humain, c'est les drones. Alors, en ce moment, il y a une recrue de drones. Et je vous donnerai un autre exemple derrière, vous verrez que c'est très intéressant. Les drones, vous savez, ces drones, alors que ce soit n'importe quelle marque, ils ont des lumières. Alors, quand vous le faites voler en plein jour, les lumières, vous ne les voyez pas forcément. Surtout si vous avez un beau ciel bleu. Avec un beau soleil qui tape bien, les lumières du drone, vous ne les voyez pas. Donc, le drone s'envole, et vous ne voyez pas les lumières. Mais quand vous le faites voler la nuit, il y a des lumières. Alors, si vous faites voler le drone, vous le savez. Mais, si plus loin, vous avez des voisins qui ne savent pas trop ce que c'est un drone, parce que tout le monde ne connaît pas la technologie des drones. Et voient ces drôles de lumière dans le ciel. Et bien, tout de suite, ils vont penser que c'est des ovnis. Alors qu'en réalité, c'est un drone. Alors, attention les drones, vous avez une réglementation en France. Je vous laisse aller voir les sites spécialisés. À bon entendeur, salut. Sachez qu'en dessous de 700 grammes, ils ne sont pas obligés d'être immatriculés. Au-dessus, oui. Voilà. C'est juste un petit truc comme ça que je voulais vous dire en même temps. Et donc, un dernier phénomène, et après j'arrêterai la vidéo là parce qu'elle est très longue. Un dernier phénomène qui peut expliquer et qui vient du fait de la main de l'homme, c'est dans la région où j'habite moi, et je pense que dans d'autres régions vous avez ce phénomène aussi, c'est les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, alors, ils le font, il y en a qui le font plus, il y en a qui le font encore. Les boîtes de nuit ont des lasers. Alors, quand le ciel est sans nuages, vous ne voyez pas les lasers. Parce que le laser, vous voyez juste un faisceau qui se promène comme ça. Donc vous voyez bien que ça vient du sol. Et donc, vous comprenez bien que si ça vient du sol, c'est pas Joe Lafrite qui s'amuse avec le laser. Hein. C'est la boîte de nuit qui fait bouger le laser. Bon. Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Mais quand vous avez un plafond nuageux bas, vous voyez pas le laser venir du sol. Il se reflète sur les nuages. Et là, vous comprenez bien que ça peut faire penser à un ovni. Donc voilà. Donc il ne faut pas croire qu'ils viennent nous voir sur Terre. Tout est expliqué. Donc voilà, la vidéo est très très longue. Je vais m'arrêter là. Cher ami astronome, je vous dis au revoir, à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire et prenez soin de vous. Au revoir.